Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo bilan de WrestleMania 35 et de NXT TakeOver New York. Un gros week-end de catch. Personnellement j'ai trouvé ça absolument, pas absolument génial, mais j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé que ça a fait le taf. Je suis très content, je suis d'autant plus content que je filme ce bilan avec une nouvelle caméra, voilà, que j'ai reçue la semaine dernière et que je suis très content parce que ça veut dire que je vais pouvoir avancer le NMT aussi. Bref, donc je vais vous donner mes ressentis par rapport aux différents matchs, toujours dans l'ordre, toujours du moins bon au meilleur. Sans plus attendre, nous allons parler de la Battle Royale féminine, à laquelle j'ai mis la note de D. D, ça équivaut à pas bien. Globalement, aucun intérêt. Il y a eu plusieurs gros botches. Dana Brooke est vraiment pas bonne. Je sais pas pourquoi ils ont eu recours à cette paresse d'écriture de répéter exactement le même finish que l'année dernière. Quelqu'un s'est planqué sous le ring et est apparu à la fin pour voler la victoire à celle qui semblait avoir gagné. C'est exactement le scénario de l'année dernière. Et en plus, celle qui se planque sous le ring est une gentille. Comme l'année dernière. Aucun intérêt, vraiment à chier. Aucune entrée surprise. Deuxième pire match de la soirée, c'est... Je lui ai mis D+, vous allez vite comprendre pourquoi plus. Baron Corbin contre Kurt Angle. Alors beaucoup de gens pensaient que ce match n'aurait pas lieu, beaucoup de gens pensaient que John Cena allait intervenir à la dernière minute pour s'inviter dans le match. J'étais persuadé que le match aurait lieu parce que la WWE voit vraiment Baron Corbin comme un méchant hyper dominant, quoi. Ils se rendent pas compte de la perception qu'on a de Baron Corbin. Donc ouais, D, parce que, bien sûr, D, je veux dire, Kurt Angle est super mou, Baron Corbin est super mou, Baron Corbin il a pas l'excuse de l'âge, et par contre, plus parce que Baron Corbin a fait un You Can See Me que j'ai trouvé très bien senti pour s'attirer la hit du public, c'était bien, fallait trouver de bonnes idées comme ça. Non, bon voilà, c'était le dernier match de Kurt Angle, il aurait mérité mieux, mais tout ça on l'a dit avant, donc il s'est passé ce que j'étais sûr qu'il se passerait, donc je vais pas m'attarder 5 siècles là-dessus. Des plus également pour la Battle Royale masculine. Même commentaire, aucun intérêt. Bon, pas même commentaire, le scénario a été un peu différent parce que cette fois-ci ce sont les méchants qui se sont cachés sous le ring. Aucune histoire, enfin il y avait rien quoi, c'est vraiment du vent pour dire que tous les catcheurs de Raw et de SmackDown ont été à WrestleMania. Voilà, c'est Braun Strowman qui a gagné. Oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, c'est Carmella qui a gagné la première. C'est Braun Strowman qui a gagné. C'était le seul à avoir une histoire en rentrant dans le match. Aucun intérêt. Vraiment aucun intérêt. Match suivant. Ah bah non, c'est pas un match. J'ai aussi noté les promos, les instants, les instants parlés. En l'occurrence, l'introduction du show par Hulk Hogan. J'ai mis C-. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Je pense que le public... Enfin non, je vais pas parler au nom du public parce que le public a majoritairement très bien répondu à l'arrivée d'Hulk Hogan. Ça me dérange toujours un peu. C'est-à-dire que Hulk Hogan a été banni de tout ce qui concerne la WWE parce qu'il avait tenu des propos racistes, voilà. Ça a duré 3 ans, au bout de 3 ans il revient comme une fleur, voilà. Alors on pourrait penser qu'il a présenté des excuses, mais en fait non, il a présenté des excuses, enfin il a fait un discours comme quoi, quand tu disais des trucs, fallait faire attention de ne pas être enregistré. C'est genre l'inverse de faire des excuses. Enfin bref. J'irais très bien si on devait ne plus jamais voir Hulk Hogan à la WWE. Il a fait un speech qui avait aucun intérêt. Bref, voilà, un peu touchy cette histoire. Ensuite, pareil, alors j'ai mis C- à ce segment. La 7 Second Dance Break oui, c'est ça, Dance Break. Parce que, Shero dit breakdance et du coup à chaque fois je me plante maintenant. Breakdance et dance break c'est pas du tout la même chose. Genre un casse-noisette c'est un truc qui casse bien noisette, un noisette casse qu'est-ce que c'est rien du tout, mais j'ai pas de très bons exemples. Bref, le 7 Second Dance Break de Carmella et R-Truth est arrivé juste avant le main event, tu sais quand t'avais déjà 6h30 de show dans la gueule. Et là-dessus, t'as Carmella et R-Truth qui débarquent en disant hey, on fait un dance break. Non, on fait pas un dance break, on fait un main event parce qu'on en a plein le cul, s'il te plaît. D'ailleurs, c'est une critique que fait The Sad Panda de façon plus virulente que moi. Le show est très long. Le show est très long et surtout trop long parce que t'es pas dans les derniers matchs autant que tu pourrais et tu devrais. Ensuite,
j'ai mis C- également au match pour le titre US. Alors je sais que Rey Mysterio est blessé, je sais qu'il pouvait pas faire un match de 5, voilà, de 5 ans. Ça reste que c'est un match voilà, qui m'a laissé sur ma faim. C'est bien que Samoa Joe ait eu l'air fort. Ça c'est chouette, c'est un C- qui est à la limite du C tout court parce qu'il y a eu du plus et du moins. Le moins c'est évidemment la durée, c'est-à-dire que Samoa Joe a écrasé Rey Mysterio en pas de temps quoi. Bon, dans le positif ça a fait qu'on a eu l'impression que Samoa Joe était très fort. Dans le négatif, vu que Rey Mysterio a pas tout le temps été dominé dans le match, vu qu'il a eu un peu de période où c'était lui qui avait le contrôle du match, bah finalement Joe a pas eu l'air si puissant que ça. C'était pas Joe le bulldozer quoi, c'était... des chats. Ensuite, avec C, mais alors vraiment le C de chez céphalogramme plat, Roman Reigns contre Drew McIntyre. J'ai vraiment eu l'impression de voir un match de Raw. C'est-à-dire, il s'est rien passé de particulier dans ce match. Ça va être difficile de développer à partir de là, mais... Si, l'entrée de Drew McIntyre, il est venu avec un... avec le baguette de l'Ambiway, quoi. Un pipe band, me dit ma chérie qui aime beaucoup la musique celtique. Le gros point de discussion de ce match, c'est l'entrée de Drew McIntyre. C'est quand même le retour de Roman Reigns après avoir vaincu la leucémie. Il y avait moyen de faire un truc un peu chiadé, je pense. Mais non, il y a rien eu. C'était vraiment un match d'Euro, quoi. C'est-à-dire, je vais pas développer 5 siècles, il y avait rien, quoi. Ensuite, j'ai mis C+, pour le match par équipe d'Euro. Pour le championnat par équipe d'Euro. Plus parce que c'est bien que Kurt Hawkins ait eu une victoire et c'est bien que ce soit lui qui ait fait le tomber parce que Kurt Hawkins était sur une série de défaites de plus de 2 ans et demi. C'est bien que ce soit WrestleMania, c'est bien que ce soit pour un titre, voilà, tout ça c'est le plus. Le moins c'est... Enfin le moins. Le C c'est... Le match était pas terrible et puis pas contre The Revival quoi. Ils ont déjà tellement galéré à avoir leur push The Revival que c'est... Tu vois, ils auraient pu faire gagner Kurt Hawkins contre Baron Corbin, j'aurais été super content parce que Baron Corbin, je l'emmerde. Il est insupportable. Que The Revival, on les aime bien. Enfin, moi, je les aime bien. Et il méritait d'être champion. Enfin, c'est vraiment, vraiment dommage. Puis le match avait pas vraiment d'intérêt. Bref, le fait en plus qu'ils foutent les ceintures par équipe d'Euro sur un gars qui perd tout le temps, ça veut plus dire quelque chose sur les équipes, sur le titre par équipe que sur le gars qui perd tout le temps. Pour moi, ça veut dire, voilà, les titres par équipe d'Euro sont une ceinture de loser. Tenez. Ensuite, nous avons avec B-, oui, avec B-, nous avons AJ Styles contre Randy Orton. Pas grand chose à dire. Un match B, en fait B c'est le C d'AJ Styles, c'est-à-dire que quand AJ Styles fait un match moyen, c'est un bon match. B-, ça veut dire ouais, c'est un peu comme un peu un reflet de Reigns McIntyre, c'est-à-dire c'était un match de SmackDown quoi, un bon match de SmackDown. Ça aurait été un main event de SmackDown, je me serais dit waouh, c'était vraiment un super match. Que là, c'est au plein milieu de la carte de WrestleMania. Il y a eu un spot que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est quand AJ Styles a fait mine de faire le Phenomenal Forearm et qu'il est resté en équilibre sur la 3ème corde. Et Randy Orton a fait un RKO dans le vide parce qu'il comptait contrer le Phenomenal Forearm à RKO. C'était chouette, ça c'était chouette. Ensuite, nous avons, avec B- également, mais pour des raisons totalement différentes, le match Batista-Triple H. En anglais, il parle de Smokes and Mirror. En français, on parlerait de poudre aux yeux. C'était vraiment un match... Waouh, tout ce qu'ils font avec, regardez, les masses, les escaliers, les chaises... Alors qu'en vrai, ils faisaient pas grand-chose. Mais c'était nettement meilleur que ce à quoi je m'attendais. Pour être tout à fait honnête, je pensais vraiment que ça allait être très lent. Parce que le dernier match de Triple H que j'ai en tête, c'est celui contre... Enfin, c'est les deux contre Undertaker et ensuite contre Undertaker et Kane en équipe avec Shawn Michaels. Donc ouais, là c'était quand même vachement mieux, hein, on va s'accorder là-dessus. C'était marrant, mais il s'est vraiment pas passé grand-chose en fait. Si, c'était mignon quand Ric Flair est arrivé à la fin pour donner une masse à Triple H pour la victoire. Triple H s'est vachement mieux battu, Triple H a encore un sacré niveau. Hein. Son match contre Undertaker n'était pas du tout révélateur du niveau qu'il a. Donc ouais, non, c'est chouette. Notamment la fois où Triple H a bouffé un DDT sur les escaliers. Il l'a vachement bien vendu, j'étais vraiment assez surpris du niveau qu'a encore Triple H. Alors, Triple H n'est pas venu en Thanos, il est venu en hommage à Mad Max. C'est pas très surprenant, ça lui correspond pas mal. Non, ouais, le match était rigolo. On va lui reconnaître ça, le match était rigolo.
Ensuite, avec B, un simple B pour le titre par équipe féminin. Ça peut surprendre, mais j'ai été agréablement surpris par presque toutes non, en fait, non. Par la moitié des participantes, c'est-à-dire Beth Phoenix, Natalya, Sasha Banks et Bayley ont eu vraiment un excellent match. Excellent, ils ont eu un bon match. Je suis content que les Iconics aient gagné parce que... c'est con ce que je vais dire, mais autant les Iconics le méritent pas, autant le Iconic Duo à NXT le méritait. C'était leur nom à NXT, quand elles sont venues sur le roster principal, elles ont changé de nom. Elles étaient vraiment très très bien à NXT, elles ont énormément perdu sur le roster principal. Mais c'est une vraie équipe et c'est bien qu'elles aient les ceintures, c'est bien. C'est pas grave que Banks et Bayley les aient perdus, je veux dire Banks et Bayley, pour toujours, ce sera les premières championnes par équipe et c'est déjà bien. Peut-être que les Iconics vont devenir plus... peut-être que c'est le début de quelque chose avec les Iconics, on ne sait pas, on a le droit d'être optimiste, voilà. Le match, j'ai bien aimé, Tamina et Nia Jax sont restés raisonnablement à l'extérieur de l'action. Beth Phoenix est très impressionnante, elle devrait revenir, hein. Elle a largement le niveau de certaines sur le roster. Et Natalya était OP comme toujours. C'était très plaisant de voir Bret Hart aussi dans l'entrée de Natalya et Beth Phoenix. C'était cool aussi de voir Beth Phoenix avec un gear assorti à celui de Natalya. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci de caméra et je viens de me rendre compte qu'il faut que je filme relativement vite parce que la carte se remplit relativement rapidement parce que la caméra filme en bien meilleure qualité, donc je vais un peu rusher, désolé. Le match pour le titre Cruiserweight était très bien, mais c'est ce qui fait... Enfin, était bien, je lui ai mis B. C'est Tony Nese qui a gagné, c'était un peu surprenant. Je vais pas me répéter, en fait c'est tout ce que je dis à chaque fois qu'il y a un match Cruiserweight en PPV, c'est-à-dire le match était bien, ils font mieux à 205 Live. Voilà, si vous voulez voir le vrai niveau de ces gars-là, vaut mieux regarder 205 Live, c'est là-bas qu'ils sont meilleurs. Non, rien à dire. Tony Nese, le vainqueur, c'est surprenant, je pense qu'il pourra porter la division poids léger, ça me semble pas totalement aberrant. Ensuite, Finn Balor contre Bobby Lashley, je lui ai mis B également. C'est un match il s'est passé ce qui devait se passer, c'est-à-dire que le Demon King a gagné, a roulé sur Bobby Lashley sans vraiment de difficulté. On avait fait une règle spéciale pour les pronostics cette année avec Poppy, Panda et Camille. On s'était dit, on fait 2 prévisions en plus des pronostics pour un point supplémentaire, un point bonus en fonction de si on a bon ou pas. Et j'avais prévu que, prédit que le match Lashley-Balor durerait moins de 5 minutes, il a duré 4 minutes, donc j'avais bon. J'ai mis plein de points, j'ai gagné ces pronostics-là. Je sais pas combien j'ai fait par rapport au League Squad, mais j'ai été bon là cette fois-ci. Donc ouais, j'espère que son règne intercontinental durera plus longtemps que le précédent. Ensuite, le match par équipe de SmackDown, je lui ai mis B+, parce que le match était bien. J'étais surpris que Black Ocean ne gagne pas, étant donné que c'était leur 3e match de championnat cette semaine, pour le titre de Raw lundi, pour le titre de la NXT vendredi et pour le titre de SmackDown dimanche. Mais les Usos sont une excellente équipe, donc moi ça me pose vraiment pas de problème. Et le match était très bien parce qu'il y avait Shinsuke Nakamura dedans, il y avait The Bar, il y avait... Enfin bref, tout le monde brillait dans ce match, donc c'était vraiment un bon match. Ensuite, le titre universel. Alors, quand il est fini, j'ai crié de joie et j'ai dit « Ah, D+, parce que c'était vraiment un très mauvais match en termes de match, si vous voulez, en termes d'in-ring pur, comme on dit quand on sait pas à quoi parler et qu'il faut parler vite. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, Brock Lesnar a défoncé Seth Rollins avant que le match commence, puis quand le match a commencé, Brock Lesnar est allé pour faire un F5 pour le terminer. Seth Rollins a poussé Brock Lesnar qui a déstabilisé l'arbitre. Seth Rollins a mis un gros coup de latte dans les roubiburnes de Brock Lesnar avant d'enchaîner stomp, 1 stomp 2, stomp 3 stomp, puis il a fait le tomber 1, 2, 3. Nous avons enfin un champion universel et ça c'est très très chouette. Mais le match était très court, c'est pour ça le moins. Sinon, le résultat est tellement cool que j'ai pas pu mettre autre chose que A, parce que finalement, je note plus mon ressenti que la qualité du match intrinsèque, si j'ose employer des mots que je ne comprends pas. Ensuite, nous avons le match Becky Lynch contre Charlotte Flair contre Ronda Rousey, qui a également un A-. Pourquoi donc, me demanderez-vous? Parce que elles ont gardé un niveau de tension pendant tout le match qui était vraiment très cool. Les trois femmes sont excellentes. Hein. Il y a eu un gros botch, c'était quand Charlotte Flair a fait son double sélection naturelle. C'était, voilà, ça se voyait que ça connectait pas. Putain, la vache, je parle comme un enculé quand je vais vite, c'est incroyable. Et ouais, les 2 vraies raisons pour lesquelles il y a un moins après le A, c'est d'une part,
le public qui était extrêmement froid, parce que bah, c'est normal, ils venaient de se bouffer 7 heures de WrestleMania, donc ils étaient crevés, et le botch de fan match, à mon avis c'est un botch, ça ressemblait pas à quelque chose qui était voulu. Alors si c'est voulu, peut-être qu'ils vont transformer ça en angle à Raw, mais ça m'étonnerait. C'est-à-dire que quand l'arbitre a fait le compte de 3, quand Becky Lynch a fait le tomber sur Ronda Rousey, clairement à 1, les épaules de Ronda Rousey se sont décollées. Donc il aurait dû interrompre le tombé. Maintenant, est-ce que c'était voulu, est-ce que c'était pas voulu, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas cool qu'on n'ait pas une victoire décisive, si vous voulez, de Becky Lynch. Maintenant, Becky Lynch a gagné, c'était ce qu'il fallait, je pense. C'est une victoire, voilà, c'est une victoire feel good, comme je l'ai peut-être déjà dit, ou peut-être que je l'ai pas dit, je ne sais pas, parce que je suis en train de réenregistrer des trucs que j'ai déjà enregistrés. Ensuite, je lui ai mis A, parce que c'était tellement chouette, tout le segment avec Elias et John Cena. On a revu John Cena dans son ancienne gimmick du Doctor of Thugonomics, la Kaira Cousin, dirait Christophe Agius, et c'était jubilatoire. Il y aura forcément la réplique du mois dans son rap, c'était extrêmement cool. Beaucoup de gens ont été déçus que Cena soit là, mais pas pour affronter Kurt Angle. Ouais, soyez déçus, écoutez, le match était vraiment très cool, le segment était vraiment très cool. Cena est allé jusqu'au détail de pas faire tout son truc en entier quand il fait sa prise de finition. Il a refait sa prise de finition telle qu'elle était quand il était encore le méchant John Cena au tout début. Enfin bref, c'était parfait. C'était vraiment très très bien. Ensuite, avec A et le premier match de NXT TakeOver New York, le match féminin. Alors, il était bien, je vais pas dire que j'ai hésité à mettre A-, mais franchement il méritait pas un A-. Le seul vrai problème de ce match, j'ai trouvé, c'était que Io Shirai et Kairi Sane se sont pas assez mis sur la gueule. C'est-à-dire que dès le départ, elles auraient dû se mettre d'accord sur le fait que normalement on est en équipe, mais là on est adversaire, donc on va se pouiller. Mais pouiller, elles ne se sont point. C'est-à-dire que globalement elles ont fait équipe pendant presque tout le match et elles se sont un peu battues, mais c'était pas... ça donnait pas vraiment l'impression qu'elles avaient envie de se battre, ça donnait vraiment l'impression que c'était la mort dans l'âme et que heureusement que le match est terminé parce qu'elles avaient pas envie de se taper. La victoire de Shayna Baszler est surprenante parce que je pensais vraiment qu'elle allait passer sur le ressort principal, donc écoutez, c'est bien, Shayna Baszler est une excellente championne. Bianca Belair est à 0-2 en takeover, donc voilà, elle est very much defeated. Donc c'était cool. Le deuxième match à avoir A sur la carte de NXT TakeOver New York, c'est le match pour le titre du Royaume-Uni, Walter contre Pete Dunne. Alors ce match a été un petit peu handicapé, mon appréciation du match a été un petit peu handicapée par le fait que je le regardais avec Panda et Poppy qui se sont vraiment emmerdés. Peut-être qu'il y avait juste Panda à ce moment-là, je me demande si Poppy était pas parti se coucher, mais enfin bref. Panda était pas vraiment dans ce match parce qu'il y a un truc qu'il trouve et que je suis assez d'accord, c'est que les spots où Pete Dunne tord les doigts de ses adversaires, ça marche pas super parce qu'on sait que c'est pour de faux, on sait qu'il les tord pas vraiment et du coup comme c'est un spot qu'il fait très souvent, c'est vrai que ça a tendance à sortir un peu du match. Maintenant, le match était très bon, Walter est vraiment... Walter, ce que j'aime bien chez lui, c'est vraiment la pureté de son truc, c'est-à-dire il fait pas des grosses prises, il a un arsenal très limité, mais quand il fait son arsenal, t'y crois. C'est-à-dire qu'il a un powerbomb, mais c'est pas le powerbomb à mamie, quoi. Voilà. Il a des atémies, c'est pareil, c'est pas les atémies de Ric Flair, c'est les atémies d'un tractopelle dans ta gueule, ou un tractopelle dans ton torse en l'occurrence. Enfin voilà, franchement le match était vraiment très très bon. Sur WrestleTalk qui demande si c'est le match de l'année, clairement pas, rien que sur le week-end il y a eu des meilleurs matchs, notamment A+, pour, là tout le monde ne va pas être d'accord, mais j'ai mis un A+, à The Miz contre Shane McMahon. J'ai trouvé que les deux hommes remplissaient leur rôle à la perfection. Shane McMahon est nettement plus efficace en heel qu'en babyface, et The Miz, à ma grande surprise, fonctionne très très bien en babyface. La participation de George Mitanin, le pomme de père de The Miz, était très bien senti. Il est très courageux parce qu'il est monté sur le ring et il a voulu affronter Shane McMahon. Donc ça, évidemment, c'est un rôle. N'empêche que le gars a accepté de se prendre des coups. Voilà. Et ça, c'était... Je trouve ça courageux parce que moi je suis pas sûr, tu vois, que j'accepterais de monter sur un ring avec Shane McMahon pour me prendre des faux coups. Parce que j'aurais peur que Shane McMahon m'en mette des vrais. Non, vraiment le match était excellent, le finish était vraiment très très bon. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit logique, tu sais, qu'il y ait une logique froide au fait que Shane McMahon ait gagné. Il a
The Miz a fait un superplex d'un endroit situé vraiment très en hauteur sur Shane McMahon, mais du coup Shane McMahon est tombé sur lui, parce que quand tu fais un suplex, l'adversaire se retrouve là. Du coup, vu que les deux étaient à terre, Shane McMahon était sur The Miz, l'arbitre a fait le tomber, et c'est Shane McMahon qui a gagné. Pour moi, c'est pas vraiment une question d'ego, je pense que Panda estime que c'est une question d'ego, moi je pense pas, je pense vraiment que c'est... Là pour le coup, c'est vraiment purement une question de logique. Et The Miz a clairement été la star du match. Donc ça c'est vraiment très cool et ce match était vraiment très bon. Deuxième match à avoir un 1+ du week-end et pour moi le troisième meilleur match de NXT TakeOver New York, c'est-à-dire le match pour le titre nord-américain, Matt Riddle contre Velvet in Dream. Excellent match, j'ai pas beaucoup de plus à dire. Le match était vraiment très très bon. J'ai beaucoup aimé le spot où Velvet in Dream a écrasé les pieds de Matt Riddle. Je sais pas pourquoi Matt Riddle continue de catcher pieds nus. Je veux dire, dans le kayfabe, c'est un point faible tellement évident que tous les adversaires qu'il va avoir vont se concentrer là-dessus. Bref. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui était sympa? Oui, j'ai beaucoup aimé quand Velvet in Dream a fait des spots d'anciens catcheurs, il a fait Hulk Hogan, il a fait Billy Gunn, je crois, avec le Fameasser. Il a fait Macho Man Randy Savage avec la descente du coude, mais ça c'est le Purple Rainmaker, c'est une prise qu'il a dans son arsenal habituellement. Bref, j'aime beaucoup le style de Velvet in Dream, je pense que c'est une très grosse star, une future et très grosse star, Velvet in Dream. Meilleur match de la carte de WrestleMania 35 d'après moi, et Panda va pas être d'accord mais on en discutera sur son live que vous avez déjà vu puisque j'enregistre cette vidéo dans le passé. Kofi Kingston contre Daniel Bryan. J'étais pas du tout dans ce match parce que j'estime que Kofi Kingston n'a pas le niveau pour n'a pas le niveau de Daniel Bryan. Grâce au public, grâce à la narration, beaucoup grâce à Daniel Bryan, mais aussi grâce à Kofi Kingston et aussi grâce à Xavier Woods et Big E, pas grâce à Rowan qui sert à rien mais c'est pas grave. Je suis rentré dans la narration, je me suis rappelé que j'avais très envie de voir Kofi Kingston gagner parce que l'histoire va dans ce sens-là, l'histoire fait que t'as envie de voir Kofi Kingston gagner. Et Kofi Kingston a gagné, c'était vraiment un très très grand moment, c'était vraiment plus pour le moment que pour le règne lui-même. Je pense que le règne de Kofi Kingston va être soit très court, soit très fade, parce que Kofi Kingston n'a pas les épaules pour porter le titre de la WWE, donc ça se met autour de la taille déjà. Donc. Non, le match était vraiment très cool, Kofi Kingston s'est sorti d'un running knee. Daniel Bryan a tellement vendu Kofi Kingston comme une menace à son niveau. Non, c'était très bien construit, très bien fait, vraiment un très bon match et pour moi le point le plus fort de WrestleMania 35. Deuxième meilleur match de NXT TakeOver New York avec le match par équipe. Aleister Black et Ricochet ont fait un match comme eux seuls savent le faire, c'est-à-dire un match à 100 à l'heure, qui tape fort et qui est très puissant. Le spot de Ricochet qui fait un body slam, un follow-away slam sur Hanson, alors que le mec doit peser à peu près 3 fois son poids, c'était assez incroyable. Parce que Ricochet est aussi puissant, c'est-à-dire que c'est un truc qu'on a tendance à oublier quand on le regarde. Alors évidemment, j'ai jamais cru que Black O'Shea pouvait gagner parce qu'ils vont monter sur le roster principal, c'est une évidence. Mais voilà, ils ont vraiment donné le change pendant le match. Les War Raiders ont été excellents, ont été d'excellents adversaires. Et la fin, les adieux de Ricochet et Aleister Black, le salut au public, le fait que Ricochet pleure devant le public de NXT, ça a été... j'ai failli pleurer, mais failli seulement. C'était un très très grand moment. J'espère pour eux que ça se passera bien sur le roster principal, parce que c'est vraiment quelque chose qu'ils méritent. Les deux ont été excellents, enfin les quatre ont été excellents. C'était vraiment un très bon match. Mais pas le meilleur match de la soirée, ni du week-end, puisque le meilleur match de la soirée et du week-end, c'est évidemment Adam Cole bébé contre Johnny Gargano. Un des rares matchs auxquels j'ai attribué la note exceptionnelle de S, c'est-à-dire quand A+, ne suffit plus, j'ai un spot exceptionnel au-dessus. Il y a eu 2 matchs l'année dernière qui ont eu ce spot-là. C'était 2 Ciampa Gargano, ça aurait dû être un 3e Ciampa Gargano cette année. Adam Cole a complètement fait la blague, le match était génial, j'étais dedans comme jamais j'ai été dans un match. Mubus, arrête de patouner s'il te plaît, merci beaucoup. Allez voir ce match. Le public était contre Johnny Gargano au début, pour Johnny Gargano à la fin, parce que tu veux pas rester contre Johnny Gargano, ce mec est tellement le pur babyface que voilà, il est brillant. Et le match a été d'une puissance incroyable. Beaucoup de near fall, l'intervention d'Undisputed Era, moi et Panda on pensait que c'était fini, mais non, Gargano s'en est sorti. Et quand Gargano est devenu enfin champion, quand il a tenu la ceinture de la NXT
pour laquelle il se bat depuis le début. Quand il est allé, quand Candice LeRae est arrivé sur le ring, quand Tommaso Ciampa est arrivé en haut de la rampe pour le féliciter, pour lui dire que c'est son moment à lui. Énorme moment de takeover et sans doute le meilleur moment de l'année. Dave Meltzer a dit que c'était peut-être le meilleur match de l'histoire de la WWE. Je serais pas aussi, j'aurais pas la prétention de savoir quel est le meilleur match de la WWE. J'ai pas vu tous les matchs, loin de là. Les matchs qui avaient lieu dans les années 90 ou 80 ou avant, bref, je connais pas leur contexte. Je sais pas si ça vaut un Steve Austin The Rock ou si ça vaut un Steve Austin Bret Hart ou un Shawn Michaels Undertaker. Ce que je sais, c'est que c'était vraiment un match exceptionnel et que ouais, c'est pour ça que je regarde le catch, quoi. C'est pour ce genre de moment extrêmement puissant. J'ai failli pleurer, j'ai pas pleuré, mais c'était vraiment pas loin. Mais parce que c'est Johnny Gargano. Johnny Gargano, c'est mon catcheur préféré, c'est mon chouchou, c'est le mec qui... Allez le voir. Allez voir ce match. Abonnez-vous au WWE Network juste pour voir le match. Le premier mois est gratuit. Voilà, le premier mois est gratuit et vous pourrez voir WrestleMania en plus. Bref. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je suis désolé, je vais devoir conclure très vite parce que je ne sais pas combien de temps il me reste de disponible sur la carte mémoire. On se donne rendez-vous très bientôt pour la suite du programme. Vous savez quels sont les let's play, vous savez comment ça se passe. Le prochain PPV, c'est Money in the Bank. Et puis on se refera un pronostic, un bilan d'ici là. Mais avant ça, le stage de avril, évidemment. Bref, bonne fin de journée à tous et à la prochaine. Bis. J'ai pas fait le bilan. Bon... Bref, non mais j'ai déjà expliqué, WrestleMania 35 était bien. C'était pas exceptionnellement bien, mais il était bien. Deuxième PPV de l'année, je crois, mais c'est parce que je suis obligé de faire une moyenne et qu'il y a eu des très mauvais moments. Mais il y a eu quand même de très très bons moments. J'ai trouvé sur WrestleMania nettement supérieur à celui de l'année dernière. Bref, c'était vraiment chouette. Et TakeOver New York est peut-être le meilleur TakeOver que j'ai vu. Pour moi, il arrive peut-être juste un tout petit peu derrière TakeOver New Orleans de l'année dernière. Mais ouais, non, c'était un très très grand takeover et bien bon WrestleMania. Voilà, là je pense que j'ai fait le tour. Et je pense que là, je peux vous dire bonne fin de journée à tous et à la prochaine. Ciao. Pourquoi j'ai fait ça? C'est nul ça.